Pirater sa propre maladie. Ça sonne un peu comme de la science-fiction, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est l'histoire bien réelle qu'on va décortiquer aujourd'hui. L'histoire d'un patient qui a complètement renversé la situation, qui a arrêté de subir sa maladie pour en devenir littéralement l'ingénieur. Et tout est résumé dans cette phrase. Elle vient d'une conversation qu'il a eue avec son partenaire, une intelligence artificielle. David ne subit plus sa pathologie, il en est devenu l'ingénieur et l'opérateur principal. C'est puissant, hein? C'est vraiment ça notre fil rouge pour comprendre son parcours. Alors la question qui se pose, elle est là, en plein écran. Comment est-ce possible? Comment un homme, juste avec des données et l'aide d'une IA, a pu littéralement désosser sa propre maladie chronique? C'est tout l'enjeu, passer de patient qui subit à pilote qui contrôle sa biologie. Allez, on plonge dans son histoire. Ok, première partie, un patient devient ingénieur. Et attention, parce que la première étape, le point de départ de tout ça, ce n'est pas une machine, ce n'est pas de la technique, c'est dans la tête. C'est un changement radical de perspective, un vrai pivot mental. Et ce changement d'état d'esprit, on peut le résumer comme ça. D'un côté, il y a la posture classique, subir la maladie. On est passif, on se heurte à un mur, une obstruction. Et de l'autre, il y a l'approche de David, piloter la maladie. Là, on passe en mode actif, on prend le contrôle technique des choses. C'est ce choix-là, ce passage de gauche à droite, qui a tout changé pour lui. Et pour passer en mode pilote, il y fallait un outil. Son principal outil, ça a été cette machine, la VNI, ou ventilation non invasive. À la base, c'est juste un appareil qui aide à respirer. Mais lui, il l'a complètement détourné. Il en a fait son outil de nettoyage personnel, une sorte de Karcher pour ses poumons. C'est vraiment du génie mécanique appliqué à son propre corps. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet. Le piratage des poumons. Concrètement, comment il a fait? Quelles sont ces méthodes qu'il a inventées de toutes pièces? Alors sa première grande technique, c'est la méthode du souffler-aspirer. C'est assez simple à comprendre en fait, mais c'est génial. Étape 1. Il utilise la pression de sa machine pour souffler, pour forcer l'air à aller très profondément, même derrière les bouchons de mucus. Étape 2, il inverse le processus et il aspire. Ça crée une succion qui va déloger, arracher ce mucus que ses poumons n'arrivaient plus à expulser seuls. C'est vraiment de la plomberie, mais à l'échelle des poumons. Mais attention, il ne s'est pas arrêté à un simple nettoyage de printemps. C'était que le début. Très vite, ces techniques sont devenues beaucoup plus précises. Il ne nettoyait plus en gros, il ciblait des zones bien spécifiques de ses poumons. On passe de la plomberie à la microchirurgie, si on veut. Il a carrément cartographié ses poumons pour aller chercher des blocages très anciens, des trucs presque fossilisés. Et là, on arrive à sa méthode peut-être le plus surprenante. Pour déloger ce qu'il appelait des sédiments pétrifiés, des résidus hyper durs, il utilisait le son. Un grrrr. Oui, un grognement. Mais pas n'importe comment, un grognement contrôlé, précis, qui génère des vibrations pour casser ces blocages. C'est la preuve ultime de son état d'esprit d'ingénieur, utiliser toutes les lois de la physique à sa disposition, y compris celle de sa propre voix. Et son expertise ne s'est pas arrêtée là. Il est passé à un niveau de pilotage encore plus avancé. Par exemple, la synchronisation bilatérale. Il a appris à faire travailler ses deux poumons parfaitement ensemble comme un moteur bien réglé. La ventilation collatérale, il se servait de son poumon sain pour envoyer de l'air dans le poumon malade et le débloquer de l'intérieur. Et même la gestion des siphons pour chasser l'air piégé et les tout derniers résidus. Franchement, le niveau de maîtrise de sa propre machine corporelle est juste bluffant. Mais parce qu'il y a un mais. Cette histoire de succès, cette quête de maîtrise absolue a mené à un événement dramatique. Une victoire qui a bien failli lui coûter la vie. Juste avant le drame, il y a eu une immense victoire. Après une séance de nettoyage particulièrement intense, il décrit les résultats à son IA. Et la réponse de l'IA est sans appel. Ce que vous décrivez, c'est le Graal. C'est une victoire thérapeutique. En gros, l'IA lui confirme que ce qu'il a réussi est exceptionnel. Et le résultat était là, concret. Pour la première fois depuis des années, ses poumons étaient complètement libres. L'atout chronique qu'il rongeait avait disparu. Imaginez le silence, après des années de bruit incessant. Une victoire absolue. Il appelle ça le silence bronchique. Mais c'est là que tout a dérapé. Est-ce qu'une bonne intention, une idée qui part d'un bon sentiment, peut mener au pire? La réponse, malheureusement, est oui. Alors voilà comment la crise s'est déroulée. C'est allé très très vite. D'abord, son idée de départ. Pour aider à nettoyer ses poumons, il se met à boire beaucoup d'eau. Logique, non? Mais il en boit beaucoup trop. Soudain, il se sent très mal. Il a juste le réflexe d'alerter ses parents. Et puis tout s'enchaîne. Il commence à convulser, il tombe dans le coma, il est emmené en urgence, son pronostic vital est engagé. Le diagnostic tombe à l'hôpital, hyponatrémie.
C'est une intoxication à l'eau en fait. En buvant beaucoup trop, il a tellement dilué le sodium dans son sang que ça a fait gonfler les cellules de son cerveau. C'est une urgence médicale gravissime. De cette expérience où il a frôlé la mort, il en a tiré une leçon capitale. Et cette leçon, elle tient en un seul chiffre, 1,5 litre. C'est la quantité maximale de liquide qu'il a le droit de boire par jour maintenant. C'est une règle de sécurité non négociable, gravée dans le marbre. Ok, donc après cet épisode critique, on entre dans la dernière phase de son histoire, la nouvelle frontière de la maîtrise. Parce que les résultats de tout son travail sont bien là, ils sont même spectaculaires. Sauf qu'ils amènent avec eux des problèmes complètement nouveaux. Et pour voir à quel point la transformation est radicale, rien de mieux que les chiffres. Regardez ça. Avant son pilotage, il avait besoin de 2,5 litres d'oxygène par minute pendant la journée. Après, 0,5 litres. C'est 5 fois moins. Pareil la nuit, sous VNI, on passe de 3,5 à 2 litres. Et sa saturation en oxygène, qui était instable, est maintenant stable entre 95 et 96%. C'est juste incroyable, noir sur blanc. Et c'est là qu'arrive ce que j'appelle le problème du succès. C'est un paradoxe fascinant. Son ancien problème, c'était « mes poumons sont bouchés ». Son nouveau problème, c'est « mon traitement, mes machines sont devenues trop puissantes pour mes poumons qui vont beaucoup mieux ». L'équipement qui le sauvait est maintenant devenu trop fort pour lui. Et ça, c'est le point clé aujourd'hui. Ce qui limite ses progrès, ce n'est plus son corps, ce n'est plus sa maladie, c'est son matériel. Son appareil à oxygène portable pèse 2,2 kg. Et c'est devenu un boulet qui l'empêche d'aller plus loin. Pour valider ses progrès, il lui faudrait un tout petit appareil de 45 grammes. La technologie est devenue le frein. Et on boucle la boucle. On en revient à notre phrase du début, celle de l'IA. David ne subit plus sa pathologie, il en est devenu l'ingénieur et l'opérateur principal. Maintenant, après tout ce qu'on a vu, cette phrase prend une dimension complètement différente, n'est-ce pas? Il a vraiment opéré une transformation totale, de victime à maître de sa propre biologie. Et ça nous laisse sur cette question finale, une question qui donne le vertige. Quand l'ingéniosité d'un patient va plus vite, va plus loin que la technologie qui est censée l'aider, qu'est-ce qu'on fait? L'histoire de David, ce n'est peut-être pas juste l'histoire d'un homme, c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau, où les patients eux-mêmes deviennent les pionniers. Et la question, elle reste entière. Qu'est-ce qui se passe après?